La matinale RCF, le grand invité. 49.3, 47.1, le Conseil constitutionnel maintenant. La réforme des retraites nous permet de redécouvrir une partie des institutions de notre 5e République. Une 5e République que l'on dit à bout de souffle. Les candidats des anciens partis présidentiels font moins de 5% à l'élection présidentielle. La majorité relative d'Emmanuel Macron à l'Assemblée l'oblige et oblige le gouvernement à utiliser le 49.3 de façon répétée, dans un contexte où les extrêmes, gauche comme droite, n'ont jamais été si hauts. Ce matin, on se penche sur cette 5e République avec vous, Roland Quérol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue et depuis plus de 50 ans, vous observez cette vie politique française. Vous publiez avec Arnaud Mercier Mon voyage au cœur de la 5e République. C'est chez Calman Lévy. Ce soir à 18h, le Conseil constitutionnel rendra sa décision. Quel est votre pronostic ? C'est très difficile de faire un pronostic parce que le Conseil constitutionnel peut tout faire. C'est pas vraiment un juge constitutionnel, c'est un juge qui juge à la fois en droit, d'après ce qu'il appelle le bloc de constitutionnalité, la Constitution elle-même, les principes fondamentaux du droit français, mais aussi en opportunité politique. Les membres qui composent le Conseil sont pour une majorité des hommes politiques ou des femmes politiques. Donc, ils tiennent grand compte de l'opportunité politique. Il fut un temps où ils ont constaté que des candidats à la présidentielle qui avaient été élus président de la République avaient pas respecté les règles financières de l'élection. Ils les ont quand même proclamés élus parce qu'ils se sont dit on ne peut pas faire ça au suffrage universel. C'est dire à quel point ils prennent en compte la conjoncture politique. Donc ils vont faire ça là. Ils peuvent dire on retoque la loi. Ils peuvent dire par exemple utiliser le 47.1 pour faire passer une loi sur les retraites, alors que le 47.1 c'est réservé aux lois de financement de la sécurité sociale, c'est un détournement de procédure, on annule. Mais enfin, après les 3 mois que nous venons de vivre de remous dans le pays, ça serait une véritable révolution politique. Ils auraient peur ? Donc je pense qu'ils auraient peur. Je pense qu'ils se disent que c'est une responsabilité trop lourde. Donc ils vont sans doute, c'est terrible de risquer d'être démenti dans l'après-midi, mais enfin, ils vont sans doute retoquer tel ou tel article de la loi et ils vont peut-être ajouter ce qu'ils appellent des réserves d'interprétation. Alors, des réserves d'interprétation, un guide pour le gouvernement, pour les décrets d'application qui seront pris de la loi. Et ils disent attention, il faut que ça soit comme ça et pas comme ça pour que ce soit conforme. Donc ils ont tout un tas d'astuces à leur disposition à mettre dans leur communiqué pour retoquer en partie et accepter, semble-t-il, pour la plus grande partie. S'il y a une censure, même partielle, est-ce que ça peut mettre en difficulté le gouvernement, Elisabeth Borne en particulier ? Je ne crois pas. Je crois que là, vraiment, ce que tout le monde espère du côté du gouvernement, c'est ça. Il y a ce qu'on appelle les fameux cavaliers, vous savez. Je ne sais pas pourquoi, dans le droit public français, on trouve que le Parlement n'a pas le droit, dans un texte, d'ajouter des choses qui ne portent pas directement là-dessus, qui portent sur un autre sujet. Je ne sais pas pourquoi le Parlement pourrait avoir le droit de faire ce qu'il veut. Non. Le Conseil constitutionnel estime que les cavaliers, ça n'a pas lieu d'être dans un... Alors, il y a des cavaliers dans ce texte. Il y a par exemple le fameux salaire des personnes seniors. L'index senior. Non, le salaire, carrément, l'indemnité qui serait compensatrice, qui serait versée, qui a été votée par le Sénat, et il y a l'index senior lui-même, qui pourrait être retoqué. Ce qui serait un sale coup plutôt pour les partenaires sociaux, parce que c'est des choses qui ont été ajoutées au projet de loi pour qu'elle soit un peu plus juste pour les seniors. Donc ça serait une mauvaise nouvelle pour eux. Mais voilà, il va faire sans doute des choses comme ça. Vous êtes un fin observateur de la vie politique depuis de nombreuses années. Une réforme des retraites, c'est toujours compliqué. Oui, c'est la 8e depuis 1982. Les Français ont été chaque fois hostiles dans les mêmes proportions. Dans les mêmes proportions ? Dans les mêmes proportions. Pas, cette fois-ci, il n'y a pas une proportion plus élevée ? Pas plus élevée, non, ça a toujours été la même chose. Qu'est-ce que vous voulez ? Ils n'ont pas envie de travailler plus, les gens. On les oblige chaque fois à travailler plus en leur expliquant qu'il y a des raisons démographiques, financières. Ils les connaissent, mais ils n'ont pas envie que ça s'applique à eux. Donc ils disent non. La seule fois où c'est passé assez en douceur, c'est la réforme Touraine, sous la présidence de François Hollande, où là,
les partenaires sociaux et l'opinion publique ont laissé passer. Mais toutes les autres fois, il y a eu des mobilisations considérables, beaucoup plus importantes que cette fois-ci. En 1995, la France était vraiment à l'arrêt, et elle était joyeusement à l'arrêt. Les gens cédaient les uns les autres, se prenaient en voiture dans Paris parce qu'il n'y avait pas de transport en commun. Il y avait une espèce de gaieté à rejeter la réforme. En 2010, il y avait aussi beaucoup plus de monde dans la rue que cette fois-ci. Donc, on se fait chaque fois des illusions sur le fait que les mobilisations sont historiques. Elles sont restées importantes, mais pas historiques. Pourtant, cette fois, certains partenaires sociaux, je pense notamment à la CFDT, ont joué un rôle assez singulier par rapport aux précédentes mobilisations. Oui. Là, ils ont vraiment réussi à faire l'unité syndicale et la faire dès le début et la maintenir totalement. Et je pense que ce soir encore, nous aurons un communiqué commun, malgré l'embarras dans lequel peut les plonger la décision du Conseil constitutionnel. Je pense qu'ils arriveront à sortir un communiqué commun de commentaires et de propositions pour la suite. Ça sera peut-être le dernier, mais en tout cas, ce soir, il y aura toujours l'unité syndicale. Là, ils ont prouvé qu'ils étaient en effet capables de faire ça. Et évidemment, la CFDT, devenue entre-temps, depuis 3-4 ans, le premier syndicat de France, a été au cœur de la manœuvre. Est-ce que cette fois, Roland Quérol, il n'y a pas une singularité sur la violence notamment vis-à-vis du politique? Je pense que vous avez raison. On n'est pas sorti depuis 15-20 ans, déjà d'une période de désaffection terrible par rapport aux politiques. Les Français, qui sont un vieux peuple politisé, qui aiment bien toujours parler politique en famille ou au café du commerce, ils n'en peuvent plus des politiques. Ils nous disent, ils disent aux sondeurs, en majorité absolue, et ça monte d'année en année, les hommes politiques sont malhonnêtes, les hommes politiques sont incompétents, les hommes politiques ne s'occupent pas de nous, n'écoutent pas nos attentes. Est-ce que c'est vrai? Ça fait 50 ans que vous regardez la vie politique. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Non. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont tout à fait compétents et honnêtes, et je dirais évidemment la plupart. Vous n'avez pas vu de décroissance du niveau des politiques avec le temps? Oui, on peut dire ça. J'ai enseigné à Sciences Po pendant toute cette période. Très souvent, dans les familles, c'était le plus brillant qui voulait faire Sciences Po et qui, faisant Sciences Po, voulait faire de la politique après. Aujourd'hui, les plus brillants, ils sont plutôt tentés par des carrières dans le trading, l'entreprise, la place financière de Londres. Enfin voilà, il y a un déclin de l'image du politique. Mais enfin, il y a ce déclin et il y a ajouté à cela, depuis les Gilets jaunes, s'est enquistée l'idée, dans une proportion importante désormais de la population française, 25-30% des gens, c'est pas rien, s'est enquistée cette idée qu'on n'obtient rien s'il n'y a pas un minimum de violence. Il y a eu les 10 milliards débloqués par Macron après les Gilets jaunes. Ça a marqué terriblement les gens. C'était une faute politique de débloquer de l'argent suite à des violences? Ils ne pouvaient pas faire autrement. Que s'en tirer en distribuant un peu d'argent, en faisant le grand débat national, en retirant la taxe sur les carburants. Il n'avait pas d'autre voie. Il était acculé. Mais ce qui est resté, c'est ça. Avec la violence, ça paye. Et du coup, on l'a vu, y compris dans les sondages depuis les bassines de Sainte-Soline, etc., il y a des gens qui sont tentés de dire... c'est pas exactement que j'approuve la violence, mais enfin, on peut la comprendre. Les responsables de la NUPES, ceux de la France Insoumise plus exactement, n'arrêtent pas d'aller sur les plateaux pour refuser de condamner la violence quand elle est utilisée à l'occasion de manifestations, non pas par les manifestants, mais par les fameux Black Blocs, etc., ils ne la condamnent pas. Parce qu'ils sentent que... Ils pointent du doigt aussi la violence policière qui est en face. Bien sûr, ils voient la violence policière, et celle-là, ils la voient bien. Et ils ont raison de la voir quand elle existe. En revanche, ils ne la voient pas de l'autre côté, parce que... qui veut la fin veut les moyens, semble-t-il dire, quoi. C'est quelque chose d'assez dangereux et ça monte encore un peu plus dans la jeunesse qui est une partie de leur électorat. Vous parlez des extrêmes et en particulier là de la France insoumise. Est-ce que la Ve République peut fonctionner sans avoir deux partis majoritaires, un de gauche et un de droite? Là, on assiste désormais à un échiquier avec l'extrême gauche, le centre et l'extrême droite. Est-ce que c'est compatible avec l'institution Ve République? Je crois que la Ve République, elle a cet avantage incroyable d'être... pouvoir être tiré dans un sens ou dans l'autre sans qu'on ait besoin de changer les institutions. Elle a été faite dans un esprit ultra-présidentiel, sur mesure pour le général de Gaulle, mais en même temps
avec une partie de la Constitution écrite par Michel Debré et les anciens présidents de la 4e République qui ont construit ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé, un vrai régime parlementaire encadré. Donc elle est à la fois présidentielle et parlementaire. Et selon que vous êtes en cohabitation, pas en cohabitation, selon que vous êtes un président très actif ou un président moins actif, il suffit d'appliquer certains articles de la Constitution et de ne pas en appliquer d'autres. Donc, moi, les Français, à cause de ça, voient bien ça. Le débat institutionnel n'intéresse pas les Français. Il n'intéresse que les politiques et les spécialistes. Pourtant, les Français... la 6e République prônée par Jean-Luc Mélenchon, les foules ont bien aimé. Enfin, il y a nombreux de ces électeurs qui ont bien aimé. Non. Si vous regardez les raisons pour lesquelles les gens votent pour Mélenchon ou pour la France insoumise, vraiment, ça n'entre guère en ligne de compte. C'est plutôt pour des raisons sociales et politiques de fond, mais pas tellement pour les institutions. Ça, les gens s'en fichent un peu. Ils ont le sentiment qu'au total, ça marche pas mal. Alors, la petite différence, c'est que depuis la période que nous vivons, le 49-3 est devenu une espèce de symbole de dictature, presque. Ça, je trouve ça assez énorme, parce que c'est un mécanisme assez normal dans un parlementarisme rationalisé. C'est la 100e fois, d'ailleurs, qu'il était utilisé. C'était la 100e fois. Ouais. Vous l'avez vu utilisé régulièrement. Est-ce que les autres fois, ça a créé autant de remous, l'utilisation de ce 49-3 ? Non. Pourquoi ? Parce que au fond, c'est un mécanisme que les gens trouvaient assez logique. Vous êtes le gouvernement et vous dites au Parlement, écoutez, là, je vous propose un texte. Ce texte, il est tellement important pour moi, il fait tellement partie de mon ADN que ou vous acceptez mon texte et vous me gardez, ou bien vous voulez pas de mon texte et je dois partir. C'est assez logique. Regardez, les Allemands. Personne ne dit que la République fédérale d'Allemagne vit dans une dictature illibérale. Ils ont le même article et ils ont ajouté à la motion de censure, comme nous, il faut une majorité absolue des parlementaires pour la voter, mais ils ont ajouté qu'on doit en même temps, à l'avance, désigner le chancelier suivant. Ah! Ça, c'est encore plus dur. Est-ce que Emmanuel Macron s'est taillé dans le costume de l'hyper-présidence ? Il n'y a pas de doute, mais est-ce que la Macronie entière est entrée dans la 5e République ? Je crois que, en tout cas, elle est entrée pas mal dans le jupitérisme. On a pu reprocher, moi j'ai pu reprocher à Emmanuel Macron de ne pas vouloir... on a tout dit sur ce qu'il ne voulait pas faire avec les corps intermédiaires, mais même, il n'a pas mis en place une organisation politique pour permettre à ses propres militants, supporters, d'exister, de parler, de débattre des projets. Il s'est toujours méfié, comme de la peste. Il avait le souvenir des frondeurs socialistes au Parlement qu'il avait bien embêté quand il était ministre. Donc, il se méfie de tout ça. Et ça continue à être comme ça. Le parti s'appelle Renaissance maintenant. M. Séjourné à sa tête, qui a dit qu'on allait changer, qu'on allait démocratiser. Mais enfin, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à la République en marche. Donc oui, ils se sont tous un peu jupitérisés. Et avec ce président à leur tête, qui pour moi, je ne veux pas faire de psychologie des profondeurs présidentielles, mais voilà quelqu'un, Macron, quand vous le rencontrez, que vous parlez avec lui, tout le monde vous dira, c'est un type extrêmement sympathique et attentif. Il écoute, il plonge son regard bleu dans votre regard, il prend des notes, il vous rappelle après, vous envoie des mails pour préciser des choses. Bref, il est intéressé, concerné. Et il s'est fait cette image présidentielle d'une intelligence qui se pense supérieure, de quelqu'un qui est sûr de ses décisions, et il suscite l'image d'arrogance et de mépris social. Il y a une espèce de mystère du personnage présidentiel Macron dont il aura beaucoup de mal à se défaire. Mais quand il dit que sa pensée est trop complexe pour être comprise, est-ce que ça contribue pas un peu à cette cette image-là ? Absolument, c'est cette attitude permanente du type de l'étudiant qui veut montrer qu'il est le plus intelligent de la classe. Et justement, vous parliez de Sciences Po tout à l'heure et vous parliez de ces institutions. Je pense aussi à l'ENA, ou son nouveau nom d'ailleurs, l'INSP. Est-ce que l'ENA ou son successeur est à même désormais dans le monde actuel de créer les hauts fonctionnaires de demain et donc de faire fonctionner la 5e République ? Écoutez, moi, je serais plus attaché à une ouverture des filières permettant d'entrer dans les hautes sphères de l'État. Je trouve qu'on a besoin à la fois d'économistes, de statisticiens, d'historiens, de littéraires. J'aimerais quelque chose où les universités soient associées, et pas seulement une grande école, et où on puisse avoir du brassage de toutes les matières. Merci beaucoup, Roland Quérol. C'était passionnant. Merci à vous. Vous publiez Mon voyage au cœur de la 5e République. C'était édité chez Calman Lévy.